Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais vous parler du syndrome de la queue de cheval. Alors bien évidemment, ça c'est un sujet qui va beaucoup plus parler aux kinés, aux ostéos et aux chiros. Je sais que si vous êtes juste un pratiquant de musculation et que vous êtes sur la chaîne, ça va moins vous intéresser forcément. Si vous êtes coach sportif ou préparateur physique, ça peut vous intéresser, au moins écoutez ce que j'ai à vous dire maintenant, et après vous verrez si la suite de la vidéo ça vous intéresse. Dans le sens où je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, parce que je parle avec vous aussi sur Instagram, vous proposez des services où vous faites de la réhab. En gros, il y a des personnes avec des douleurs au dos, ou peu importe, qui viennent vous voir, et vous, bah, vous faites une espèce de réathlétisation, de rééducation, ou de vous donner le nom que vous voulez. Mais en fait, c'est vrai que la première chose à faire quand on reçoit un patient qui a des douleurs d'apparence musculo-squelettique, c'est être sûr que ce sont bien des douleurs d'origine musculo-squelettique. Alors les ostéos, les chiros et les kinés, normalement, on est censé être formés pour reconnaître les pathologies graves de celles qui ne le sont pas, mais vous, normalement, vous n'êtes pas formé à ça. Donc c'est ça, c'est juste ça qu'il faut comprendre en fait, c'est que quand on reçoit un patient qui a mal au dos, bah, peut-être qu'il a une pathologie spécifique qui nécessite un avis médical. Donc là, ce dont je vais vous parler en fait, c'est du syndrome de la queue de cheval ici. Donc c'est extrait d'une formation que j'ai sortie cet été, dont le but en fait, c'est juste d'identifier certaines pathologies. Donc il y a 4 modules. Il y a un module où on parle des pathologies qu'on voit en cours, donc en gros fractures, infections et tumeurs. Le module 2, on va parler neuro, donc canal lombaire étroit, syndrome de la queue de cheval et déficit neurologique qui nécessite un avis médical, où dedans je vous présente notamment comment on fait un bilan neurologique. Alors il n'y a pas de traitement, il n'y a pas tout ça, c'est juste, la question c'est à la fin de cette partie-là, c'est juste savoir faire un bilan neuro correct et de dire c'est pour moi, c'est pas pour moi, c'est tout. Ensuite, pathologie vasculaire, on voit anévrisme de l'aorte abdominale, les thromboses veineuses profondes, mais ça, je me demande si elle a vraiment sa place ici, donc peut-être que je vais la retirer, et les maladies artérielles périphériques, et tout ça, le but aussi c'est de savoir, par exemple, différencier tout ce qui est, quand on a une claudication intermittente, savoir si elle est plutôt d'origine neuro ou vasculaire, parce qu'en fonction de son origine, le traitement va être différent et tout ça. Et on finit avec un module sur les pathologies inflammatoires, où on va parler de la spondylarthrite axiale. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en gros, moi, là où je suis, les médecins ne font vraiment pas de bilan. Donc en gros, je suis devenu le centre de tri de là où je suis. Voilà. Et donc du coup, je pense qu'il y a pas mal d'endroits où ça doit être pareil. Et donc je voulais vous partager ça. Les diapos, en gros, alors elles ressemblent à ça. Donc dans la formation, en fait, vous avez accès à toutes les diapos. Donc il y a environ 300 diapos. Là, le syndrome de la queue de cheval, il en fait que 17. Donc voilà, je vous mets là tout ça gratuitement. Si vous voulez plus, c'est voilà, vous avez accès à 300 diapos. Et en plus, je vais vous faire une présentation là. Mais je fais cette présentation là pour toutes les diapos et des démonstrations aussi pratiques. Donc il y a en gros 7 heures de contenu vidéo. Voilà. Et j'ai baissé le prix récemment. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui étaient intéressés par la formation, c'était soit des ostéos ou des kinés qui étaient en cours de formation, soit qui étaient jeunes diplômés. Bon, le but, c'est pas de me faire de l'argent sur votre dos, c'est vraiment donner de l'information. Voilà, sauf que là, ça m'a demandé énormément de travail, donc c'est pour ça que je le vends. Mais le prix que j'ai mis, franchement, par rapport à la quantité de travail et à ce à quoi vous avez accès, surtout que je le mets à jour à chaque fois. Donc là, par exemple, j'ai déjà mis à jour, il est sorti cet été, j'ai déjà mis à jour syndrome de la queue de cheval et sténose rachidienne. Et bientôt, je voulais mettre à jour et j'ai mis à jour aussi la spondylarthrite axiale. Et je vais peut-être faire un petit peu de mise à jour en vasculaire ici. Bien évidemment, ça ne remplace pas des formations que vous pourrez retrouver après votre diplôme au niveau des formations spécifiques vasculaires et des formations spécifiques neuro. Là, ça va vous mettre un pied dedans et savoir commencer à faire le tri, mais bien évidemment, ça fera pas tout et il faudra continuer de se former derrière. Ok? Mais comme je vous dis, pour le prix par rapport à d'autres formations qu'on peut faire post-diplôme, où il n'y a pas de référence scientifique, où on sait pas trop, même le PDF est pas ouf, franchement, j'ai essayé de faire un truc vraiment correct. En gros, le but de cette formation, c'est de repérer les 10% ici de pathologies qu'il faut savoir identifier quand on a quelqu'un qui a mal au dos avec ou sans douleur irradiante dans le membre inférieur. Je vous mettrai donc le lien vers la page de vente en description. Là, je vous mets ma page Instagram parce que j'oublie à chaque fois de vous la mettre. Donc voilà, c'est Mika-du-bas Clément. Donc si vous me recherchez, qu'est-ce que je fais sur Insta? Des reels où on se marre, des mèmes où on se marre, des cas cliniques où on apprend et on se marre. Le but en fait c'est juste c'est de partager de l'information comme je fais sur YouTube, mais je peux mettre un peu plus d'humour sur Insta, donc on rigole un peu plus et puis c'est plus facile pour échanger si vous voulez parler de certains sujets, voilà.
Et donc là, on va parler du syndrome de la queue de cheval. Donc je vais vous faire la présentation comme j'ai fait pour la formation. Donc ça va être assez long. Bah, on va y aller. On va y aller. Donc en fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que les diapos, elles sont toutes faites pareil. C'est-à-dire qu'il y a le gros titre ici pour la partie dans laquelle on est. Ici, il y a toutes les références scientifiques. Donc s'il y a une info que vous cherchez dans la diapo, vous dites ça m'intéresse, ou ah, je suis pas sûr de ça, ou quoi, vous avez toutes les diapos ici. Et là, vous avez toujours une icône pour savoir dans quelle partie vous êtes. De toute manière, tout est bien détaillé dans la formation, mais voilà, je vous ai rajouté ça. Si vous avez dans votre téléphone et que vous avez tout téléchargé d'un coup, comme ça, vous pouvez faire le tri. Donc, en gros, là, on va commencer avec des rappels anatomiques. La base, donc en gros, la moelle épinière, elle s'arrête au niveau de L1, L2. Elle se finit par ce qu'on appelle la partie qui est en rouge ici, c'est le cône médulaire, duquel naît la queue de cheval, qui est composée de 18 racines nerveuses. Donc en fait, 9 paires de racines, de L2 à L5 ou de L3 à S1, en fonction des références, ça, on s'en fiche un petit peu. Elle fournit une innervation sensorielle et motrice aux membres inférieurs, à la vessie, aux intestins, et elle joue un rôle dans la fonction sexuelle. Définition, alors c'est un peu compliqué parce que 17 définitions différentes dans la littérature scientifique. Moi j'ai repris celle qui est dans cette étude-là, qui nous dit que le syndrome de la queue de cheval, c'est un diagnostic clinique, donc ça c'est important, clinique, hein, donc ça veut dire qu'en clinique vous devez être capable de le suspecter, résultant du dysfonctionnement d'une ou de plusieurs racines nerveuses sacrées S2 et inférieures. Un ou plusieurs des symptômes ou signes suivants doivent être présents, donc un dysfonctionnement de la vessie ou des intestins, réduction de la sensation au niveau du périnée, des parties génitales et tout ça, dysfonctionnement sexuel, des douleurs au dos et aux jambes, avec des modifications motrices ou sensorielles, mais voilà, qui ne sont pas essentielles au diagnostic, et je vous l'ai remis là, c'est un diagnostic clinique, donc vous devez vous être capable de le repérer avec votre examen clinique. Là, je vous ai mis une classification, donc en gros, il y a 3 types. Le type 1, c'est une apparition rapide des symptômes du syndrome de la queue de cheval, sans antécédent de problème de dos. Le type 2, c'est des symptômes aigus au niveau de la vessie. Donc en fait, c'est un syndrome de la queue de cheval avec des antécédents de problèmes de dos et de sciatique. Donc personne qui avait mal au dos, douleur peut-être potentiellement irradiante dans une jambe ou dans les deux, et qui commence à développer des symptômes vésicaux. Et le type 3, c'est problème de dos de longue date avec un syndrome de la queue de cheval progressif, souvent accompagné d'une sténose lombaire foraminale. Alors cette classification-là, elle n'est pas bien connue, elle n'est pas forcément utilisée non plus, et en fait elle permet pas d'orienter le traitement. Juste une chose qu'il faut retenir, c'est que d'un point de vue des litiges, donc ça veut dire que c'est des personnes qui ont un syndrome de la queue de cheval, qui ont vu des professionnels de santé, mais qui n'ont pas réorienté vers la bonne personne, donc on peut avoir des litiges. La grande majorité des cas, ces patients, ils vont être de type 2, ok? Donc ça va être des gens qui ont des problèmes de dos et de sciatique, et qui d'un seul coup vont développer des symptômes vésicaux. Et donc ça, vous devez être capable de le repérer. Le type 1, il est rare, et le type 3, en fait, il n'est pas urgent, il arrive chez une population plus âgée, où comme il y a donc une sténose lombaire foraminale, donc enfin un canal lombaire étroit, et c'est des patients donc, plus âgés enfin même il y a marqué nettement plus âgés, qui tolèrent mieux une certaine réduction des fonctions vésicales et intestinales, et qui sont moins susceptibles d'avoir euh, une vie sexuelle active. Donc en fait, ils vont beaucoup plus s'en accommoder de ces symptômes-là. Donc peut-être qu'ils vont pas vous consulter tout de suite, ou si vous consultent, ils vont peut-être pas vous en parler, ça sera plutôt à vous d'explorer. En tout cas, il n'y aura pas d'urgence. Par contre, le type 2, c'est celui que vous devez repérer. Épidémiologie en quelques chiffres. Alors l'épidémiologie, le but, c'est pas de connaître les chiffres, on s'en fiche un petit peu, c'est d'avoir des ordres de grandeur et de savoir, en fonction de certaines situations, quand on augmente son niveau de vigilance, et de toute façon on le verra ça après aussi. Donc l'incidence du syndrome de la queue de cheval au Royaume-Uni c'est 0,002%, donc c'est très faible. La prévalence ponctuelle, c'est très faible, mais toujours pareil, faut pas le rater quand il arrive chez vous. Ok? On a vu en plus il y a des litiges et tout ça, donc voilà, faut pas le rater. La prévalence ponctuelle du syndrome de la queue de cheval en tant que cause de lombalgie est estimée à 0,04% en soins primaires. L'incidence est de 0,34 à 0,6 pour 100 000 habitants en Europe par an, et c'est une complication d'environ 2% de toutes les hernies discales. Donc, c'est une complication d'hernie discale, donc pareil, là, qu'est-ce qu'on retient de ça? Si on a quelque chose à retenir, c'est que si vous avez une sous-population, vous par exemple, vous traitez beaucoup les mal de dos, donc vous allez peut-être avoir une sous-population, un sous-groupe de patients particuliers. Et donc peut-être qu'il y aura plus de risques d'avoir des hernies discales, donc plus de risques de syndrome de la queue de cheval. Donc peut-être que potentiellement vous en croiserez plus. Seulement 0,27% des personnes souffrant de lombalgie et seulement 18,9% des personnes présentant des signes et des symptômes compatibles avec le syndrome de la queue de cheval recevront un diagnostic final de syndrome de la queue de cheval radiologique et clinique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, une lombalgie, on va pas la renvoyer, mais s'il y a des symptômes ou des signes,
vous allez quand même renvoyer le patient, parce que votre niveau de suspicion il va être élevé, mais tous les patients que vous allez renvoyer, ils vont pas forcément avoir un syndrome de la queue de cheval. Et à la fin, je vous expliquerai le syndrome de la queue de cheval négatif au scanner. Mais en gros, vous avez un niveau de suspicion élevé, c'est pas vous, vaut mieux renvoyer un patient et qu'il ait rien, et que bon, bah, on se soit inquiété pour rien, que vous le laissez dans la nature et qu'il commence à avoir des problèmes. On a aussi des SQC post-opératoires dont l'incidence est estimée à 0,08% et 0,2%. Donc pareil, là on voit quand même qu'on est supérieur à l'incidence ici. Donc en fait, dès qu'on a un patient qui a une opération au niveau du dos, pareil, dans votre tête, ça doit augmenter ce risque de syndrome de la queue de cheval. L'incidence maximale du syndrome de la queue de cheval se situe dans la quatrième ou la cinquième décennie de la vie. Donc là, c'est les tableaux, donc avec le 0,04%, c'est des études différentes, donc donc les pourcentages, en fait, ils peuvent être un petit peu différents. On voit que ça varie beaucoup d'une étude à l'autre, mais en gros, voilà, faut juste retenir que c'est rare. Les causes de syndrome de la queue de cheval. Alors, il y a 14 causes différentes possibles. Ici, il n'y en a que certaines qui sont mises. Donc, on a les causes discales, tumorales, infectieuses, les sténoses, les hématomes, les pathologies inflammatoires et vasculaires. Mais la cause la plus fréquente de syndrome de la queue de cheval, c'est la compression due à une hernie discale lombaire centrale importante au niveau L4, L5 ou L5, S1. Voilà, ça dépend. Ça, juste pour vous dire le pourcentage ici, faut bien comprendre que c'est pas 45% sont discales, 21% sont sténoses, parce que là, si vous additionnez tous les chiffres, vous allez largement dépasser 100. En fait, c'est dans les papiers qui sont apparus, 45% mentionnaient le disque, 21% mentionnaient la sténose, et ainsi de suite. Voilà, c'est juste pour vous expliquer. Parce que si vous additionnez les chiffres, ça va pas faire 100, et peut-être que vous allez vous poser des questions. Les facteurs de risque, donc ils ont des faibles niveaux de preuve, mais faut les connaître. Donc on a la hernie discale, on l'a vu tout à l'heure, la chirurgie vertébrale, donc pareil, on l'a vu tout à l'heure, et la sténose lombaire, en fait, on l'avait tout vu. Mais faut quand même le savoir, donc si vous avez des patients qui ont hernie discale, chirurgie vertébrale ou sténose lombaire, augmentez le curseur. Ça ne veut pas dire que vous allez les renvoyer pour un avis médical, hein. Vous augmentez le niveau de suspicion, ok? Alors du coup, élever le niveau de suspicion, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, dans la formation, évidemment, il y a toute la partie intro où j'explique les drapeaux rouges, les limites qu'ont les drapeaux rouges, comment on s'en sert, qu'est-ce que c'est le niveau de suspicion, le niveau de préoccupation. Tout ça, je vous l'explique. Là, c'est vrai que on tombe un peu directement dedans, vous n'avez pas toutes les choses avant, et j'essaie aussi de faire des liens de connexion entre les parties dans la formation, et là, vous les aurez moins. Voilà. Mais bon, au moins vous avez accès à cette partie-là gratuite et ça vous donne, ça vous fait des rappels sur le syndrome de la queue de cheval. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin pour voir d'autres pathos, bah comme ça vous vous procurez. Ouais, j'appelle ça une formation. Oui, on va dire c'est une formation. Voilà, c'est une formation. Comme je vous l'ai dit, il y a 7 heures de contenu vidéo où j'analyse enfin où je vous lis le PDF en rajoute, enfin je vous le lis. Je fais une analyse critique du PDF, je vais même peut-être un peu plus loin que ce que je vous dis là. Et après, il y a des vidéos pratiques, et il y a 7 heures de contenu vidéo en tout. Ensuite, le tableau clinique. Donc là, c'est le grand problème avec l'identification du syndrome de la queue de cheval, c'est qu'on a un tableau clinique qui peut être très 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 variable en fonction des patients. Et les symptômes et les signes, ils ont des faibles niveaux de preuve. Et là, du coup, je vous parle de symptômes et signes. Il y a une différence entre l'un et l'autre, mais c'est pas super important. Mais en gros, les symptômes, c'est ce que le patient il va vous rapporter. Il va dire, je sais pas, par exemple, ah j'ai mal au dos, ah j'ai des douleurs dans la jambe. Et les signes, c'est ce que vous allez relever. C'est-à-dire, par exemple, ah il y a moins de sensibilité à cet endroit-là, lui il le savait pas. Ah il y a moins de force ici, lui il le savait pas. Des choses comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver? Perte de sensibilité dans les membres inférieurs, perte de force dans les membres inférieurs. Donc là, déjà, faut savoir faire un bilan neurologique complet, car il peut être positif dans le cas d'un syndrome de la queue de cheval. Troubles sensoriels à la selle, modification de la capacité d'érection ou d'éjaculation, perte de sensibilité des organes génitaux pendant les rapports sexuels, altération de la fonction urinaire, donc modification de la fréquence, de la rétention, enfin on peut y avoir de la rétention ou de l'incontinence, altération de la fonction vésicale, incontinence ou constipation, douleur unilatérale ou bilatérale dans les jambes, douleur lombaire. Voilà, on peut avoir en gros tout ça. Les symptômes et signes qui doivent élever votre niveau de vigilance. Donc on a les symptômes et signes pertinents qui sont précurseurs du syndrome de la queue de cheval, qui vont être les suivants. Une douleur radiculaire, unilatérale ou bilatérale. De toute manière, dès que vous avez des symptômes bilatéraux, en général ça doit augmenter votre niveau de suspicion, et commencez peut-être plutôt à penser tout de suite, est-ce que c'est vasculaire, est-ce que c'est neuro?
Voilà, quand c'est bilatéral, faut quand même se poser certaines questions, ok? Ça peut être au niveau d'un tronc artériel avant la division pour les membres inférieurs, ça peut être au niveau de la moelle, au niveau plutôt, voilà, là on a vu, ça pouvait être une compression centrale avec la hernie, voilà. Perte de sensibilité dermatomique, faiblesse musculaire myotomique, donc il faut savoir faire un bilan neuro. En vrai, perte de sensibilité dermatomique et myotomique, on voit justement dans la partie du bilan neuro qu'il n'y a pas besoin que ce soit dermatomique ou myotomique, et de toute façon ça peut déborder. Mais tout ça, voilà, j'explique dans la partie que je ne pourrais pas vous présenter ici. Mais de toute manière, normalement, vous devez le savoir, je le dis souvent, la neuroinflammation elle est systémique, hein, donc on peut avoir au début des symptômes juste sur un dermatome, et avec l'inflammation systémique, ça commence à déborder un petit peu partout. Si les symptômes et signes y progressent avec une modification de la fonction vésicale et ou intestinale, ou des perturbations sensorielles au niveau du rectum ou des parties génitales, il faut suspecter un syndrome de la queue de cheval. Et donc là, le niveau de vigilance, il augmente, ok? Si vous avez des symptômes bilatéraux avec des problèmes de vessie, là, enfin voilà, faut quand même se poser des questions. C'est une urgence chirurgicale, alors pas toujours, mais on verra dans certains cas pourquoi ça ne l'est pas, mais de toute manière, on va voir. Donc, un diagnostic rapide est essentiel car s'il n'est pas traité à temps, le SQC peut entraîner une perte permanente du contrôle des intestins et de la vessie, un dysfonctionnement sexuel, voire une paralysie et des conséquences psychosociales importantes. En effet, on a vu que ça pouvait toucher des gens entre 40 et 50 ans. S'il y a des choses qui sont atteintes et que ça récupère pas, c'est vrai que ça va être assez pénible pour la suite. Donc il va y avoir besoin d'une décompression chirurgicale, une intervention chirurgicale sur le rachis dans les 48 heures suivant l'apparition d'un dysfonctionnement au niveau des sphincters, optimise la récupération et peut inverser même les symptômes existants. Donc en fait voilà, on peut stopper la progression et même repartir un petit peu en arrière. Si vous suspectez un syndrome de la queue de cheval, vous devez envoyer votre patient en urgence pour une imagerie par résonance magnétique et un avis chirurgical. Bien évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous ceux que vous allez renvoyer n'auront pas un syndrome de la queue de cheval. Je vous dis juste ça ici, parce qu'en fait, il faut comprendre que vaut mieux avoir un niveau de suspicion élevé et renvoyer le patient que le garder et qu'en fait, c'était pas du tout à vous de le traiter, ok? Le syndrome de la queue de cheval, il représente un lourd fardeau médico-légal, voilà, donc après, il peut y avoir des poursuites et des choses comme ça, avec environ 10% des cas annuels donnant lieu à des litiges à cause d'un retard de diagnostic et d'une orientation tardive vers la chirurgie. Donc vous voulez éviter ça. Donc, on renvoie quand il y a un niveau de suspicion élevé. Les drapeaux rouges. Donc en fait là c'est florilège, donc en fonction des études, on a 9 drapeaux rouges différents, 2 qui reviennent dans toutes les lignes directrices, donc c'est ceux qu'on peut utiliser. Donc il y a l'anesthésie au niveau de la selle et les engourdissements au niveau du périnée, et les dysfonctions de la vessie. Souvent ce qu'il faut faire avec les drapeaux rouges, c'est les combiner pour augmenter pour augmenter leur précision. Dans cette étude-là, ils ont combiné la perte de contrôle au niveau de la vessie et des intestins. Et quand on combine les deux, on a une augmentation de la probabilité qui passe de 0,4% à 1,2%. Voilà. Donc ça augmente le risque, sachant que bon, c'est quelque chose qui reste faible quand même, hein. Donc bien évidemment, il ne faut pas surinterpréter. Tous les patients qui ont ça n'ont pas un syndrome de la queue de cheval, mais quand votre niveau de suspicion est élevé, on renvoie. Donc, avoir ces deux signes ne signifie pas que le patient souffre d'un syndrome de la queue de cheval, et on a une évaluation rétrospective sur 753 patients qui souffrent de lombalgie, et 28% ont signalé une altération des fonctions vésicales et intestinales, et un seul de ces patients présentait un syndrome de la queue de cheval confirmé à l'imagerie qui a été pris en charge par une chirurgie d'urgence. Voilà, donc tout le monde ne va pas se faire opérer. La limite des drapeaux rouges dans le syndrome de la queue de cheval. Donc en fait, c'est ce que je vous dis, hein, les principaux symptômes et signes cliniques couramment utilisés, ils sont pas suffisamment robustes pour dire c'est un syndrome de la queue de cheval. Mais c'est des signaux d'alarme qui restent importants dans la suspicion d'un syndrome de la queue de cheval, et c'est actuellement les meilleurs outils qu'on ait en tant que professionnel de santé pour le dépister. Les drapeaux rouges utilisés semblent être plus spécifiques que sensibles, ça c'est toujours la même chose et je vous le redis tout au long de la formation. Donc en gros quand il y a plein de trucs qui s'additionnent, bah là on peut se dire oula c'est un petit peu la merde. Par contre quand ils sont pas là, ça veut pas dire que c'est pas la merde. En tant que tel, lorsqu'ils sont présents, ils doivent être considérés comme une justification pour un bilan diagnostique rapide. Voilà. Donc vous détectez des choses, vous dites ah potentiellement c'est un syndrome de la queue de cheval, je renvoie. Vous pouvez faire un courrier, surtout si vous avez fait un bilan neuro et qu'il y a des pertes de force un petit peu partout, il y a des pertes de sensibilité un petit peu partout, que ça touche un petit peu tous les types de fibres, qu'il y a certains réflexes qui sont abolis ou diminués. Voilà, et vous pouvez faire un courrier pour dire voilà là, et puis rajouter les symptômes vésicaux,
et tout ça. Et du coup, ensuite, on a les drapeaux blancs. Qu'est-ce que c'est les drapeaux blancs? Donc, ça nous indique en fait que nous prenons en charge le syndrome de la queue de cheval tardivement et que le patient est passé au travers des filets de sécurité. En fait, il vient vous voir. Il a peut-être été voir, il vient soit il va vous voir trop tard tout simplement, soit il est passé vraiment au travers, donc le médecin n'a pas fait le job, le kiné, l'ostéo, le chiro n'a pas fait le job, il vient vous voir vous êtes kiné, peu importe, ostéo, et en fait il est passé au travers de tout le monde, et là ça arrive un petit peu trop tard, et donc en fait c'est même pas sûr là que en faisant une intervention chirurgicale que ça l'aide. Donc quand à partir du moment où on a de la rétention de l'incontinence urinaire, une incontinence fécale et une anesthésie au niveau du périnée, c'est peut-être un peu trop tard. Mais vous détectez ça, vous êtes kiné, ostéo, chiro, peu importe, vous le renvoyez quand même pour un avis médical et vous le renvoyez rapidement parce que c'est pas vous qui prenez la décision de se dire ah bah c'est trop tard, on va pas l'opérer. Vous prenez pas ce risque-là. Vous vous dites c'est un syndrome de la queue de cheval, peut-être qu'il est pris tardivement, mais vous le renvoyez vers un professionnel, le professionnel adéquat le plus rapidement possible. Donc médecin ou même il peut aller aussi aux urgences, ils feront les examens, mais c'est pas vous qui dites bon bah c'est trop tard pour vous, non, 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 c'est pas vous, c'est chacun son métier, vous vous détectez, vous vous renvoyez, faites vous assumez votre rôle de triage, ok? Et vous renvoyez vers centre de triage, voilà. Vous renvoyez vers centre de triage, je vous dis n'importe quoi. Vous renvoyez vers la chirurgie le plus rapidement possible. Le syndrome de la queue de cheval négatif au scanner. Et du coup, ça peut expliquer ça, justement, que vous allez. Ça peut être une partie de l'explication des personnes que vous allez renvoyer qui vont revenir, en fait, qui n'auront pas de syndrome de la queue de cheval. Donc, le syndrome de la queue de cheval négatif au scanner, c'est lorsque le patient il a des symptômes de type SQC, mais que la compression de la queue de cheval n'est pas en cause, car par définition, en fait, il n'y a pas de caractéristiques compressives à l'IRM. Ce groupe, donc, ne va pas se faire opérer. Donc on a des hypothèses différentes. Donc dans ce cas, les symptômes, donc il y en a trois différentes. Les symptômes vésicaux, ils peuvent s'expliquer par une douleur importante qui va provoquer une hyperactivité sympathique et une augmentation des signaux inhibiteurs via les nerfs hypogastriques et pelviens. Et tout simplement ça va entraîner une contraction accrue du sphincter urétral interne. Et en gros, ça va l'emporter sur les processus parasympathiques normaux et ça va entraîner des difficultés à uriner. Donc on va avoir des problèmes vésicaux, mais qui n'ont rien à voir avec une compression. Ensuite, on peut avoir des douleurs ou de la panique qui peuvent exacerber un dysfonctionnement vésical sous-jacent, notamment l'incontinence qui touche jusqu'à un cinquième des femmes d'âge moyen et qui est plus fréquente chez les patients souffrant d'anxiété et de dépression ou de douleurs au dos chroniques. Donc on peut avoir cette douleur au dos chronique, de la douleur et de la panique, augmente les symptômes vésicaux qui peuvent déjà être là, pas de compression, a priori pas d'opération. Une autre hypothèse, c'est qui concerne les médicaments analgésiques qui ont des effets significatifs sur la vessie. Donc on a des médicaments tels que la prégabaline, la gabapentine, notamment. Donc ça, vous allez le retrouver régulièrement chez des patients qui ont de la douleur neuropathique, parce que c'est prescrit contre les douleurs neuropathiques. Ça marche pas chez tous les sous-groupes de patients, mais ça on va pas le voir dans cette partie-là, on va voir dans une autre partie de la formation. Et donc en fait, ça peut provoquer ou exacerber de l'incontinence urinaire. Et donc il faut le savoir que les médicaments peuvent faire ça. Ensuite, on a les opiacés. Donc pareil, ça on peut le retrouver. Alors ça, on peut le retrouver dans le mal de dos classique, on va dire. On peut le retrouver chez des personnes qui ont de la douleur neuropathique. Et donc ils sont bien connus pour leurs effets sur les intestins, mais leurs effets sur la vessie, quand ils sont présents, ils peuvent être graves. Ils peuvent entraîner une rétention urinaire chronique. Et en fait, c'est moins connu. Donc vu que c'est moins connu, on y pense moins. Et les opiacés aussi, ce qu'ils peuvent faire, ça non, vous le savez normalement, ils peuvent provoquer de la constipation sévère. Et il existe un rapport de cas de constipation provoquant un piégeage des nerfs pelviens, donc notamment du nerf pudendal, et qui imite le SQC. Donc en fait, c'est de la constipation qui va piéger certains nerfs et imiter un syndrome de la queue de cheval. Et on peut rajouter aussi les antidépresseurs, donc amitriptyline, voilà, notriptyline, qui peuvent provoquer de la rétention urinaire, dysfonctionnement sexuel et une réduction de la conscience de l'envie d'uriner et les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui peuvent provoquer une rétention urinaire 2 fois plus chez les hommes que chez les femmes. Donc en fait, il faut savoir donc demander aux patients s'ils prennent des médicaments. Voilà. Alors après, c'est à remettre dans le contexte du truc de votre patient à chaque fois, mais demandez quand même s'ils prennent des médicaments. Et vous voyez s'il y a des signes vésicaux, ça peut être un effet secondaire des médicaments. Mais il faut demander ça. Et on a une étude rétrospective qui a montré que parmi les patients envoyés pour une suspicion de syndrome de la queue de cheval, donc 69%, donc ça représente 191 personnes sur 276 dans cette étude,
Donc 69% des patients, ils avaient un SQC négatif au scanner, et 3% avaient une autre cause imitant ou provoquant un dysfonctionnement des nerfs sacrés. Donc ça, il faut le savoir aussi. Là, on arrive à la dernière diapo, donc ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. On a un outil supplémentaire, c'est une petite carte avec des symptômes dessus. Donc des symptômes qui sont en rapport avec le syndrome de la queue de cheval. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a deux solutions. Soit vous décidez de poser les questions vous-même, mais c'est des questions qui peuvent sembler intrusives, et en fait, donc ça doit être amené de la bonne manière. Donc demandez le consentement au patient de poser ce type de questions, et laissez-lui la possibilité de ne pas y répondre. Ok, on force pas les patients à répondre. Ça peut être des patients qui sont pudiques, des patients qui ne veulent pas tout simplement pas vous en parler, des patients des fois des patients qui peuvent être accompagnés de quelqu'un quand ils viennent vous voir. Donc forcément, s'il y a un accompagnant, c'est peut-être des questions auxquelles ils ne voudront pas répondre. Donc s'ils peuvent pas répondre, vous pouvez leur donner la carte. Autre cas de figure. Vous avez un patient qui vient vous voir pour un problème de hernie discale, par exemple. Vous faites un bilan. Votre niveau de suspicion, il est pas dans le rouge, mais il est pas dans le vert non plus. Donc c'est pas, vous le renvoyez pas tout de suite parce qu'il n'y a pas de raison. Mais vous vous dites, vous n'êtes pas dans le vert, vous n'êtes pas serein. Mais par exemple, c'est un patient, vous n'allez pas le revoir tout de suite. Par exemple, des fois, vous êtes enfin, quand vous êtes ostéo, ou même kiné, des fois, le patient après il part en vacances. Ostéo, vous les voyez des fois qu'une seule fois et vous les revoyez pas. Bah là, vous pouvez lui donner la carte. Donc vous l'imprimez, donc normalement si vous tapez ça, vous allez retrouver la carte sur internet, vous l'imprimez, et puis vous pouvez le donner au patient, et vous lui dites, voilà, en cas de cumul des symptômes, il faut contacter immédiatement un médecin. Et comme ça, bah, lui, il a sa petite carte, et vous avez fait votre travail. Bon, après, c'est toujours parce que lui, il va faire attention à la carte, mais au moins vous avez donné la carte, et vous faites les choses correctement. Donc là, la vidéo, elle est finie. Donc je crois qu'il y a 17 ou 18 diapos dans cette partie-là. Comme je vous ai dit, la totalité de la formation, c'est 300 diapos à peu près. Je crois que c'est 275 si je vais être précis. J'espère que cette partie elle vous a plu, que vous êtes resté jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous savez maintenant que bah, vous pouvez vous applaudir, c'est super. Si vous avez des questions, on peut en parler. Si vous avez d'autres références ou des choses comme ça, vous pouvez me les dire. Moi, comme ça me permet d'alimenter, ça peut me permettre de créer des débats. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous l'ai mis au tout début, je vous le redis là. Mais je pense que ceux qui restent ici, c'est ceux qui sont déjà sur Instagram. Et puis on va se dire à la prochaine, hein. Salut!